va reparler de choses importantes, de nouveau dans la partie implémentation, que sont les formes du régulateur et le paramètre du régulateur. Ce sont des choses que je vous ai déjà dit 20 fois, tellement c'est important. Quand vous avez un régulateur sous les yeux et dans un automatique, il faut absolument aller regarder quelle est sa forme, quels sont ses paramètres. Je fais allusion un peu en disant ça, quels sont les pièges. Les unités de temps, et l'autre, c'est les unités de temps. les unités de temps. Est-ce que le gain a été normalisé ou pas? On est en train de parler de la forme du régulateur. Alors là, il faut bien sur le. C'est en série ou en PD? La forme c'est du en régulateur, série, est-ce qu'il est en pardon. série ou en parallèle? Parce que le TD d'un régulateur en série n'est pas le même qu'un TD d'un parallèle. Même chose pour les TI, même chose pour les TI. Ça fait partie des choses qu'on va voir aujourd'hui. Mais là, on est dans la forme. Pour les paramètres, il y a vraiment quelque chose d'important à dire. Est-ce qu'on travaille sur KI, TI plus l'un et l'inverse de l'autre, c'est évidemment les détails. Si vous avez K2 et TD, c'est les mêmes. Évidemment, ça devient un piège, parce qu'il y a un piège sur TI, on peut voir qu'il y a un piège sur TD, il n'y en a pas. Il faut simplement regarder si c'est au numérateur ou au dénominateur, c'est rien d'autre. Savoir si c'est gain, la différence entre le gain KI ou la constante de temps en TI, il faut simplement voir que TI apparaît au dénominateur, alors que TD apparaît au numérateur, il n'y a pas de piège. Donc TD apparaît au numérateur, si c'est un KD, le KD aussi au numérateur, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas le cas pour TI. Donc sur toutes les choses comme ça dont on est en train de parler, et ce qu'on avait fait ici dans la partie proportionnelle intégrale, parce qu'on n'a pas encore ajouté la dérivée, c'était revenir en arrière et faire un peu les règles de bonne pratique, concept qui explique comment on tune un régulateur. Et donc on n'avait que du P et B, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit je travaille d'abord que avec le terme proportionnel ou intégral? Que le P, on vire le I si on n'a pas d'idée sur la dynamique du système, on va augmenter le P petit à petit jusqu'à avoir quoi? On va monter jusqu'à ce qu'on commence à avoir des workshops trop importants, et puis on va rajouter notre terme intégral qu'on a absolument besoin de quoi? Pour annuler les cartes statiques. Rappelez-vous également que quand on avait fait du P sans I, donc du P seul, en parlant d'écart statique, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on fait toujours quand on a un régulateur proportionnel seul? Un gain. On rajoute un biais, sans quoi on a une erreur statique énorme, et donc c'est une manière de déjà un petit peu introduire ce problème d'erreur statique, mais par un terme constant. Donc quand on a un proportionnel seul, on est capable, en lui rajoutant un biais, d'annuler l'écart statique, mais attention, il y a des gros guillemets, quelles sont les conditions pour ça? On connaisse l'écart qu'il y a à annuler. Oui, mais donc cet écart-là ne sera valable que pour un point de fonctionnement et surtout pas contre les perturbations. Et c'est tout l'intérêt de l'intégrale, qu'elle va s'adapter tout le temps, quel que soit le point de fonctionnement, quelle que soit la variation, quelles que soient les perturbations. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. On est ici toujours occupé à travailler sur le PI. On n'a pas encore ajouté de dérivé, ça va très vite arriver. Mais la méthode 1, qui est celle qu'on vient de rappeler, par bonne pratique, je monte sur le P jusqu'à ce que j'ai des oscillations. Je reviens un petit peu en arrière sur les oscillations, parce que je sais qu'après, je rajouterai du I qui va encore un petit peu déstabiliser. Donc, je dois garder un peu de marge pour ne pas avoir trop d'oscillations en P seul, parce que je sais que je rajoute du I après. Ça, c'était la méthode qu'on a appelée méthode 1. On s'était arrêté là. Méthode 2, on va faire un truc un peu plus malin. Plutôt que de commencer au hasard et y aller itérativement, j'augmente progressivement, itérativement sur le P avant de rajouter du I, on va dire qu'on va travailler à partir d'un modèle. Oui, dans la première étape d'analyse du projet de régulation, on a dit qu'il fallait connaître le process. On a dit qu'il fallait savoir s'il y avait des dynamiques compliquées. Sous-entendu, on peut connaître la dynamique du système. Et vous savez déjà que souvent, ce qu'on va faire, c'est connaître une dynamique simplifiée. Pourquoi? Simplifiée, ça veut dire quoi? Dynamique simplifiée? Approximation par un an. Quoi? Approximation par un an. Approximation par un ordre réduit. C'est pour ça que vous avez toujours travaillé avec du stretch, Morida ou Van der Klinten. En industrie, on va rarement travailler avec des ordres plus élevés. Pourquoi? Parce que vous allez voir justement par IMC, on va essayer de calculer les paramètres du régulateur PID à partir de la philosophie de contrôle IMC. Je vais m'expliquer. Les deux paraissaient un peu, ça paraît un peu bizarre d'avoir besoin des deux, et un IMC et un PID. En fait, vous allez voir qu'avec un IMC, on va pouvoir se baser sur la fonction de transfert connue du process pour calculer un IMC, mais que dans beaucoup de cas, si on a un ordre réduit, d'où le lien entre les deux, si on a un ordre réduit, l'IMC est finalement un PID.
D'accord? Donc c'est là tout l'intérêt. Ici, on est bien en train de travailler du tuning, on est en train de travailler sur le tuning du pays. Voilà, vous verrez qu'on fait la même chose sur le PID. Eh bien, la deuxième méthode ici, c'est se dire, tiens, si j'utilise la méthode IMC et que j'ai un ordre réduit, Reda Streich-Walderhinton, et que je fais des approximations temps mort dont on a déjà parlé, eh bien, vous allez voir que l'IMC est un pays ou un PID. Justement, ça va être un pays si j'ai un ordre très réduit, un PID si j'ai un ordre un peu moins réduit, donc si mon modèle est d'ordre 2. Du coup, c'est tout à fait légitime ici, même si on parle du tuning d'un régulateur PI, d'aller rechercher l'IMC, parce que l'IMC va être utilisé dans sa philosophie, et on va voir que si le modèle est d'ordre réduit, on retombe sur un pays, et on retombera sur un pays. C'est bien ça qu'on fait ici. Bref, rappel de l'IMC que vous avez déjà utilisé en labo l'année passée, en séance 4 ou 5 de régulation. Bref, rappel pour l'IMC, on a besoin évidemment d'un modèle. Ce modèle sera d'ordre réduit. Et comment est-ce qu'on va l'obtenir? Typiquement, vous démarrez de l'installation qui est en mode automatique. C'est évidemment le cas si l'installation existe déjà. Si vous démarrez une nouvelle installation, ce n'est pas ça. Mais si on vous demande d'améliorer une régulation, c'est qu'elle est déjà en mode automatique, mais que pour telle ou telle raison, on n'est pas content des performances de la régulation. Donc vous la passez en manuel. Et puis qu'est-ce que vous faites? Non? Non, il y a un truc plus important à faire avant le step, ce que vous faites le mieux, rien. Ça veut dire quoi? On attend bien que le système se stabilise. Alors, si c'est possible, autant faire comme on le fait ici. On laisse le mode automatique stabiliser le système. Du coup, quand on passe en manuel, on est déjà stable. Okay, mais ça, c'est en faisant l'hypothèse ici que vous avez un truc automatique qui se comporte déjà plus ou moins bien, ce qui est le cas ici. Dans un cas général, vous pourriez devoir intervenir sur une boucle de régulation parce qu'elle est beaucoup trop lente, beaucoup trop oscillante ou instable. Mais dans ce cas-là, vous la passez en manu. Il faut attendre en manu pour stabilisation avant de lancer l'échelon. C'est évidemment fondamental parce que cet échelon-ci va servir à observer la réponse indicielle du système. Étant donné que j'ai mon régulateur qui est maintenant en mode manuel, il ne fait plus rien, j'ai simplement ici la dynamique de mon système. Je suis bien en boucle ouverte. Et puis vous repassez en auto après avoir calculé votre régulation et après avoir fait ce qu'il faut. Et après, bien sûr, vous êtes assuré que vous n'aviez pas de problème de choc. Souvenez-vous ici, quand vous passez d'auto à manu, il ne faut pas de choc sur l'organe de réglage. Manu à auto, il ne faut pas de choc sur l'organe de réglage. Ici, on a l'air d'avoir un choc, mais en réalité, c'est une variation de consigne qui est arrivée trop tôt après être passé en auto. Donc on parle de l'IMC, ça veut dire qu'on a besoin d'un modèle. Si vous n'avez pas le modèle, le plus simple, c'est d'utiliser la technique que vous avez appliquée au laboratoire de régulation. À partir de ça, on va calculer des modèles d'ordre réduit. De nouveau, remarque sur le gain qui peut être normalisé, on en a déjà parlé. Donc, de nouveau, vous allez calculer des modèles d'ordre réduit. Et là, on va bien distinguer deux choses. Le process sur lequel vous travaillez, c'est celui qu'on vient d'identifier avec la réponse initiale en ayant passé évidemment le régulateur en manuel. Donc ça, c'est le process sur lequel vous allez travailler. Donc, vous voyez bien ici qu'on montre que vous avez un échelon sur l'entrée du système et on regarde la dynamique de la sortie. Ceci est donc la dynamique du process. Il n'y a pas de régulation. C'est donc la constante de temps en boucle ouverte que vous observez ici. Ça va nous permettre de déterminer le modèle du process qui sera P dans mon explication tout à l'heure et que vous connaissez déjà bien. Ce qu'on va prendre de l'autre côté, c'est la réponse initiale. Mais attention, ici, c'est la réponse initiale en faisant un échelon sur la consigne. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut observer ici? La réponse initiale de la boucle fermée. Donc, vous avez ici une constante de temps en boucle fermée. Et donc, ça devient votre cahier des charges, votre objectif de la régulation en boucle fermée. Voilà votre cahier des charges en termes de dynamique de suivi de consigne. Sur le cahier des charges, à côté de ça, vous avez la réjection de perturbation, les marges de gain, la marge de phase. Ici, ce qu'on va prendre pour démarrer, en IMC, c'est toujours la dynamique en suivi de consigne. On y reviendra, et vous le savez déjà, l'IMC est réputée être très bonne en suivi de consigne, un peu faiblard en réjection de perturbation. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, qu'est-ce que vous aviez rajouté en fin de séance numéro 4 quand vous avez fait ça au laboratoire de régulation? En ayant observé que la réjection de perturbation de l'IMC n'est pas géniale sous sa forme brute, qu'est-ce que vous aviez rajouté? Non? Vous ne savez pas? Vous avez rajouté un filtre sur la rétroaction de l'IMC, justement en se disant l'IMC, en fait, c'est une philosophie boucle ouverte. Je vais encore vous la rappeler, j'ai déjà fait la première fois qu'on s'est vu. L'IMC, c'est une philosophie boucle ouverte. En
en suivi de consigne, et donc elle est évidemment très bonne en suivi de consigne, c'est la base de l'IMC. Par contre, en réjection de perturbation, ben, on a un peu quelque chose qu'on subit, alors que pour l'IMC, on a vraiment, pardon, pour le suivi de consigne, on a imposé, et donc on va faire une variante d'IMC qui permet à la fois d'imposer une dynamique en suivi de consigne et une dynamique en réjection de perturbation. Si on ne fait pas ça, retenez que l'IMC, c'est une philosophie boucle ouverte où on impose le suivi de consigne, et donc ça explique qu'elle soit bonne en suivi de consigne, mais pas bonne en réjection de perturbation. Donc pour l'IMC, même si l'objectif c'est d'aller vers un PI et un PID plus tard, notre process, ben, il est là. Si c'est un premier ordre, il est simplement défini par sa constante de temps, peut-être par son temps mort si on n'a pas encore. Et ça, c'est notre objectif en boucle fermée. Donc comment est-ce qu'on va viser cet objectif-là? Eh bien, on va partir de notre système d'ordre réduit et on va utiliser la règle de notre IMC. Et dans certains cas, ça va nous donner un pays. Et donc, quels sont les cas pour lesquels on va effectivement avoir un pays? Eh bien, ce sont les 4 cas pour lesquels vous avez les process, les modèles ici. Et donc, vous remarquez bien que ce sont des modèles d'ordre réduit. C'est de l'ordre 1, ordre 1 avec temps mort, intégrateur avec temps mort. Autrement dit, vous avez peu d'ordre et de paramètres dans la description de votre système. Et donc, c'est assez logique que vous retrouviez dans votre régulateur peu de paramètres et donc que vous puissiez l'exprimer sous la forme d'un PI. Dans 3 minutes, on fera la même chose pour le PID. Vous allez voir que du coup, c'est logique. On va voir que pour le PID, eh bien, on va avoir des systèmes plus élevés, donc d'ordre 2, et on va du coup rajouter la colonne avec les TD. Donc, l'IMC va être utilisé comme philosophie, et si vous utilisez comme philosophie l'IMC pour un système qui est un premier ordre avec temps mort, intégrateur, etc., et que vous regardez le résultat de l'IMC, ça vous donne un pays. Je vais vous faire un exemple, mais c'est vrai évidemment avec tous les autres. Okay. Petite remarque en main, ici votre temps mort, ben, vous savez que ce n'est pas un polynôme, c'est l'exponentiel dans la place. Et donc pour aller de là à là, eh bien, on accepte les approximations de temps mort qu'on a vues ensemble il y a eu 2 séances. Faites attention, ces approximations de temps mort, elles sont correctes si le temps mort n'est pas énorme par rapport aux constantes de temps principales. Donc il y a bien une hypothèse ici, quand on fait le développement très très clair, pour passer de l'exponentiel en la place vers le résultat de l'IMC qui n'en fait plus apparaître, et on la fait disparaître avec l'approximation du temps mort. Et donc on a une hypothèse sur cette approximation de temps mort qui est que le temps mort n'est pas énorme par rapport aux constantes de temps principales et qu'on n'essaye pas de faire une fusée au niveau de notre objectif en boucle fermée. Donc comment est-ce qu'on passe de l'IMC avec ces process-là vers le PID? Mais il suffit de se rappeler de la philosophie de l'IMC. L'IMC, c'est quoi? C'est j'ai un process. Je voudrais bien obtenir une dynamique en suivi de consigne, mais que je peux imposer pour avoir mon cahier des charges. Et donc la question qu'on se pose en boucle ouverte, c'est tout simplement qu'est-ce que je dois mettre ici pour pouvoir respecter mon cahier des charges? Et la première chose, vous la connaissez, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans avant de commencer à réfléchir sur le cahier des charges? L'inverse du process. Okay. Que je l'écrive P-1, P inverse, ça ne change rien. Je vais ici l'écrire P inverse. En fait, c'est quoi l'idée d'aller mettre l'inverse du process dans le régulateur en amont du process? C'est pour pouvoir imposer sa propre dynamique. Ouais, mais t'es déjà plus loin. Mais l'idée de mettre l'inverse ici, c'est tout Comme simplement ça, de pas compenser annuler. la dynamique du système. Comme ça, la dynamique du système n'intervient déjà plus dans la dynamique de suivi de consigne. Autrement dit, comment est-ce que la sortie va suivre la consigne? Ben, si ceci et ceci se simplifient, j'ai déjà quelque chose qui vire la dynamique de mon système. Et évidemment, j'ai besoin de rajouter ici quelque chose qui me permet d'imposer mon cahier des charges. Souvenez-vous ce qui se passe si je ne fais rien ici. C'est quoi la conséquence de ça? Si je ne rajoute rien ici? Oui, autrement dit, c'est qui vient de répondre? Autrement dit, ça veut dire quoi comme dynamique? Quelle est la dynamique de suivi de consigne? Si, il y en a une. Indirect. La dynamique de suivi de consigne, c'est 1. Autrement dit, c'est une réponse instantanée. C'est pas faux de dire qu'il n'y a pas de dynamique, parce que c'est statique. Donc c'est une réponse instantanée. Autrement dit, c'est tout à fait irréaliste. Pourquoi? Vous avez un système ici avec une dynamique, avec une inertie, qu'elle soit thermique, mécanique ou quoi. Et donc, est-ce que c'est possible
d'avoir une réponse instantanée, à savoir que lorsque j'ai une variation de consigne qui arrive, patate, la sortie suit instantanément. Si vous avez ici des inerties, donc des trucs à faire bouger, que ce soit mécanique ou thermique, et que vous arrivez à les faire bouger instantanément, ça suppose que vous avez quoi comme action ici? J'ai infini. Un truc infini. Effectivement, c'est ça, quand vous avez l'inverse de votre système ici, vous aurez plus de S au-dessus qu'en dessous, donc vous aurez quelque chose qui est dérivé, et c'est bien ça que vous avez. Donc mathématiquement, c'est très joli, c'est très intéressant. J'ai une réponse entre guillemets parfaite, sauf qu'elle est absolument irréaliste, elle va être beaucoup trop agressive. Problème sur l'organe de réglage, problème de robustesse, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on sait? Ben, qu'on a intérêt à être plus raisonnable, et c'est le rôle du filtre que l'on va mettre ici qui va permettre d'imposer la dynamique en suivi de consigne. Donc c'est le closed loop time constant qu'on a vu juste avant, qui va dire, oui non, ça c'est pas raisonnable, voilà la dynamique que je vais imposer ici, et donc je vais imposer d'avoir une dynamique en boucle fermée. Ok? Alors que le open loop, c'est évidemment la constante du temps de mon process. Donc ça, c'est l'idée de base, ça résout notre problème de organe de réglage irréaliste, enfin signal sur l'organe de réglage irréaliste. Par contre, pourquoi est-ce que ce truc-ci n'est pas encore assez intéressant? Pas très- On ne traite pas la réjection de perturbation. On traite ni les perturbations, ni les erreurs de modélisation. Autrement dit, ben, soit on met ça à la poubelle, on dit que c'était pas une bonne idée, soit on dit non, non, c'est tellement intéressant d'avoir cette philosophie qui impose de manière directe comme ça la dynamique ensuite consigne, qu'on la garde et on l'améliore. Et donc ce qu'on a fait en IMC, c'est-à-dire que dans l'automate, on rajoute un modèle de notre système, donc je vais l'appeler P chapeau. Je ne vais pas remettre la variable de la place, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Eh bien, on va dire que la perturbation, je fais l'hypothèse qu'elle vient sur mon système, dans les sorties de mon système, pour être plus précis. Donc ça, c'est bien mon processus physique. Perturbation comprise. Mon PV, ben, il est donc soumis à la perturbation. Et donc ceci, c'est mon capteur. Et on va comparer la mesure réelle avec la mesure simulée. La différence entre les deux, c'est que celle-là, elle est perturbée par dV, celle-là pas. Autrement dit, quand on va venir calculer la différence, bien, on va y voir une estimation de dV. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir dire que ça, c'est quelque chose que on vient rajouter sur la sortie de mon système. Mais il suffit d'aller dire que ce que je viens rajouter là, je viens l'enlever ici. Comme ça, j'ai mon équilibre. Et c'est gagné. Et donc, c'est bien ça qu'on fait quand on est IMC, quand on est en IMC. Maintenant, l'idée ici, c'est de montrer qu'on retombe sur un PID. Mais on va d'abord montrer que cette forme-ci peut se réexprimer sous la forme classique d'un feedback. Et puis, on verra en plus que ce feedback est un PI ou un PID selon justement les ordres de modèle. Donc, suivez bien, tout ça est dans les notes plus loin, mais regardez, c'est assez simple. Si MV rentre dans P chapeau, passe ici dans un moins, ça je le traiterai après. Donc, passe ici dans un moins et repasse ici dans un moins, eh bien je peux parfaitement dire que ceci, je peux le virer et le réexprimer comme ceci. Je ne change rien en réexprimant ma structure de régulation comme ceci. J'ai un moins et ici j'ai un plus. Encore une fois, je pars de MV, je vais dans P. Je pars de MV, je vais dans P, ça ne change rien. Je vais dans moins, je vais dans moins. Autrement dit, je vais dans plus ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? PV plus moins. Ben, autrement dit, lui, je peux parfaitement dire que ça ne change rien de réécrire ceci comme ça. PV va directement en moins. Lui, ça ne change rien. Lui, je l'ai mis de l'autre côté, donc maintenant, je peux le dégager. Vous êtes d'accord? Et donc là, vous avez déjà que ceci est, que ceci est mon régulateur classique sous forme de feedback. Donc ça veut clairement dire que si vous utilisez la philosophie d'IMC, ça peut être un outil intéressant pour raisonner et pour trouver les paramètres de régulation. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que vous pouvez retomber sur un régulateur en feedback et qu'en plus, si les ordres ici sont réduits, ça va tomber sur un pays. Okay, ça veut dire quoi ça aussi? Ben, comme c'est un feedback, vous retrouvez ici comme signal l'écart de réglage. Consigne moins mesure.
Donc, avec le changement de fil qu'on vient de faire, avec la réorganisation qu'on vient de faire, on n'a rien changé à la structure de réglage vue de l'extérieur. Donc, les performances en régulation seront exactement les mêmes. Mais regardez, on a bien ici un signal qui réapparaît. On ne l'avait pas dans la philosophie en IMC parce qu'elle est basée sur une chaîne directe. Mais ici, vous voyez qu'en le réexprimant comme ceci, on récupère le signal d'erreur qui est consigne moins mesure. Ok. Donc on a bien le régulateur ici, qui est le régulateur équivalent feedback. Ça va nous permettre de raisonner avec une notion d'IMC, avec des modèles inverses, pardon, avec des modèles inverses et le modèle de référence, donc ce qu'on veut pour notre cahier des charges, parce que c'est plus facile pour le tuning, mais finalement l'implémenter sous une autre forme. Oui. Est-ce que c'est des échantillons? L'estimé du process. Je l'ai mis en parallèle avec le process, parce que c'est un modèle du process, et il nous a servi à faire une estimation des perturbations. Ce qui n'apparaît plus maintenant, parce que ce signal d'estimation de perturbation, remarquez qu'il a disparu. Je m'en fous, vu de l'extérieur, c'est exactement la même chose. J'ai pas besoin de ce signal interne, je n'en faisais rien, et remarquez que si c'est l'inverse, ce signal n'existait pas, mais non, il existe. Ben, tant mieux, c'est assez confortable en industrie de retomber sous cette forme pour lequel j'ai mon régulateur encadré noir, qui est un régulateur en feedback. Donc encore une fois, on a raisonné et on raisonne sur une philosophie IMC, parce que ça va être très pratique pour faire le tuning de notre régulateur, mais ce qu'on va obtenir ici, au final, ça sera un pays. Donc comment est-ce qu'on va voir ça? Il suffit de remarquer que le régulateur équivalent au feedback, il a bien comme sortie MV comme entrée l'écart de réglage, c'est donc bien la structure classique. Et donc comment est-ce qu'on peut réécrire ce machin ainsi fait? On a U ou MV qui va du coup être égal à quoi? Qui va du coup être égal à F fois le modèle inverse, qui pourrait avoir un chapeau aussi, parce que c'est toujours une approximation du modèle inverse, tac, 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 fois ceci, qui est en fait la somme de l'erreur plus ceci, qui est en fait P, chapeau, fois MV. Ouais. Fois MV, j'ai du MV des deux côtés, donc je vais l'isoler pour faire apparaître la forme du régulateur, sous la forme MV, gna gna égale, hop, et l'écart de réglage. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, qu'est-ce que j'allais faire? On a le MV qui est ici, qui vont donc 1. On a le MV de l'autre côté qui revient en faisant du F, P inverse, P chapeau. Donc, modèle direct, modèle inverse. De l'autre côté, je n'ai que l'écart de réglage, donc en fait, ici, j'ai 1. Et donc, qu'est-ce qu'on voit finalement? Non, c'est pas vrai. Il y a encore ceci qui est devant. Donc, j'ai F fois le modèle inverse. Et donc, qu'est-ce qu'on a finalement? On n'a que l'écart, pardon, on n'a que MV, la sortie du régulateur, sous forme de feedback. Autrement dit, j'ai bien que je calcule la sortie du régulateur et comme seule entrée de signal DK, ce n'était pas le cas pour l'IMC, eh bien, on a F fois P inverse sur 1 moins F P inverse P chapeau. Et donc ça veut dire quoi? Ça, c'est la forme du régulateur équivalent feedback qu'on a avec un IMC. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut montrer que ceci devient, dans certains cas, un pays ou un PID? On va le faire ici dans le cas le plus simple, mais dans le cas où on va prendre un premier ordre sans temps mort. Donc, qu'est-ce que ça va donner, ce machin-là, si j'ai un premier ordre sans temps mort et que je veux imposer un cahier des charges? J'ai plus besoin de ceci. Qu'est-ce que ça va donner ceci si j'ai un premier ordre sans temps mort? Eh bien, j'ai que mon modèle. C'est quoi alors mon modèle? Je vais avoir le gain de mon système et la constante de temps de mon système. Autrement dit, vu que je n'ai que un premier ordre, c'est la constante de temps open loop dont on a parlé tout à l'heure, ou open loop process, je parlais que le P c'est toujours la même chose. Donc ça c'est mon système. Mon modèle inverse. Et ici, je vais dire que je veux tout inverser, j'ai pas de problème de temps mort ni rien.
j'ai un problème de réalisabilité, si je dois mettre P inverse tout seul, mais ça, vous savez que P inverse ne va pas être implémenté seul et que grâce au filtre, on n'aura pas de problème de réalisabilité. Et mon filtre, ça va être quoi? Il va servir à imposer ma dynamique en suivi de consigne. Un plus taux close the loop, Et donc, ça va être quoi? Mon gain statique, ça va être quoi? cassé. Le gain statique de F, ça va toujours être quoi? Sachant que ça va être ma dynamique en suivi de consigne. Ben, c'est 1. Et je vais tout simplement vouloir imposer ici la constante de temps en boucle fermée, donc en close loop. Donc remarquez bien que j'ai la constante de temps en boucle ouverte qui vient de mon process que j'ai identifié. Ma constante de temps en boucle fermée, elle vient d'où? La dynamique qu'on veut imposer. Elle vient de mon cahier des charges. Okay, c'est la dynamique qu'on veut imposer en suivi de consigne. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir si on réécrit ceci? Donc, je prends cette expression-ci et je vais avoir que F P1 sur 1 moins F P1 au chapeau égale quoi? Mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on a dit qu'on a inversé tout, le système et le modèle inverse sont bien l'inverse l'un de l'autre, et donc je peux bien simplifier ceci. Qu'est-ce qui nous reste au-dessus? Il va du coup nous rester le modèle inverse qui est 1 plus taux open loop S, l'inverse du gain du process et la partie constante de temps de F close loop qui va arriver. Et en dessous, 1 moins F. Et F, ben, on a dit plus haut que c'était simplement ceci. Avec ici bien close loop. Et donc ceci. Oui. C'est pas le mélange parce que le vert, c'est pas. Je ne sais plus jouer avec du vert. C'est bon comme ça? Ouais. Donc, ceci, ben, c'est pas une belle forme. Le but, c'est de montrer qu'on va aller vers une forme qui est un PI. Et donc, on va tout simplement simplifier ceci. Si j'ai ici, si je mets en évidence, ben, je vais faire le calcul. Ça, je le remets pour commencer. Tac. Au-dessus, au numérateur, j'ai rien à changer. Fais bien attention, mais open loop mais close loop pour être clair et ne pas me planter. Et ensuite, je vais mettre en évidence mon close loop. Et donc, j'ai 1 plus taux close loop S moins 1. Chouette, ça tombe. Chouette, ça et ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur KP, 1 plus taux open loop sur tac, 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 taux close loop S. Est-ce que vous voyez le pays là-dedans? Déjà, on voit que c'est d'ordre assez réduit, hein, mais c'est assez logique. Étant donné qu'on est parti de modèle inverse et de filtres d'ordre réduit, bah, c'est assez logique que le régulateur soit un ordre réduit. Chouette, ça tombe sur un pays. Est-ce que vous voyez le pays là-dedans? Le pays, sa forme, ça devrait être 1 plus STI sur STI. Autrement dit, je dois avoir la même en haut et en bas. Et ici, on voit bien que je n'ai pas la même en haut et en bas. Par contre, ce n'est pas bien difficile à faire apparaître. Si je veux faire apparaître ici, au dénominateur, taux open loop, de manière à pouvoir dire que ceci est ma constante de temps, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici venir faire un taux open loop. Autrement dit, j'ai rien changé en faisant ça, mais l'avantage, c'est maintenant je le réorganise, c'est que je peux faire apparaître quoi? Eh bien, le fait que j'ai ici un 1 plus taux open loop sur taux open loop S, parce que j'ai été chercher ici. Du coup, j'ai pas pris celui-là, j'ai pas pris celui-là. Donc, il reste ici au niveau du gain. Oui. On peut aussi dire que taux closed loop, c'est un coefficient entre 0 et 1. Ah non, Fois le... non, ça c'est autre chose. Ce que tu peux faire, c'est dire que taux closed loop, c'est taux Ouais, c'est open loop ça que je parle. fois un Ouais, coefficient. c'est ça que D'accord, mais le taux n'est pas une constante. Non, non,
effectivement, on peut parfaitement faire ça, et comme ça, on gère alors l'alpha pour dire je veux aller plus ou moins vite par rapport à la dynamique naturelle du système. Donc ça, c'est un truc qui est toujours bien, c'est de commencer en disant que la dynamique en boucle fermée est la même que la dynamique du système. Donc viser comme cahier des charges taux closed loop égale taux open loop. Pourquoi? Ça, on voit si le régulateur marche déjà en suivant. Parce que c'est pas trop exigeant en termes de dynamique et donc on devrait être assez robuste. Et puis après, petit à petit, on peut commencer à diminuer alpha pour aller de plus en plus vite et essayer de voir si on est encore robuste. Vous avez normalement fait ça quand vous avez fait l'IMC en 4e séance sur la mode régulation. Vous avez commencé avec un certain cahier des charges et puis on vous a dit bah, essayez d'aller 2 fois plus vite, essayez d'aller encore 2 fois plus vite et vous avez vu que c'était de moins en moins robuste. Et même chose pour la réjection de perturbation. Donc oui, la définition de closed loop, on peut la faire comme ça. Tout ceci reste tout à fait correct à côté. Et donc, est-ce que maintenant vous voyez votre PID? Ben oui, on a bien que ceci est parfaitement égal à la forme qu'on recherche, c'est-à-dire interproportionnel et interintégrateur. Et c'est parfaitement correct. Si TI est égal à taux open loop, c'est bien ça qu'on a dans le tableau comme résultat. Et que le gain est taux open loop sur taux closed loop divisé par KP. C'est bien ça qu'on a. Okay. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on va pouvoir implémenter un pays, parce qu'on aime bien ça, parce que c'est très facile d'implémenter les pays. Les pays, tout le monde connaît ça en industrie. Vous avez des pays qui sont déjà existants dans les automates avec les gestions de changement de mode, les limitations de saturation, enfin l'anti-wind-up, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant quand on peut de raisonner en philosophie IMC pour pouvoir facilement imposer votre cahier des charges, mais d'implémenter ça sous la forme d'un pays. Okay. Donc ce que je viens de vous montrer ici est important. Ça, c'est le régulateur en feedback équivalent en un IMC. Il est équivalent, enfin, il retombe sous la forme d'un PI quand vous avez des modèles et un cahier des charges d'ordre réduit. Dès qu'on va introduire la dérivée dans 2 minutes, vous allez voir qu'on va dire que, alors on pourra montrer à l'ordre 2 et qu'on tombera sur un PI avec exactement la même philosophie. Okay. Donc, je vous ai fait ici le premier ordre. C'est le premier du tableau. Les autres, c'est exactement la même chose. Il faut juste faire attention à une chose, le temps mort, il va falloir l'approximer comme on l'a vu la fois passée, si vous voulez bien retomber sur un pays. Donc on est bien occupé à travailler sur le pays. La deuxième méthode qui nous intéresse ici, c'est l'IMC, parce qu'elle permet d'implémenter un pays. Encore une fois, quand vous avez un modèle d'ordre réduit, c'est donc le cas des 4 modèles que vous avez ici. Si vous passez à l'ordre 2, vous n'aurez plus un pays, donc ça sera 3. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est clair pour tout le monde qu'on utilise un PID, pardon, qu'on utilise une philosophie IMC, mais qu'on voit qu'on retombe sur la forme d'un pays, donc on préfère implémenter un pays parce que c'est plus communément admis, c'est plus facilement compris et que les blocs existent déjà avec les gestions de mode nécessaires. Donc, qu'est-ce que je fais parce que donc je reprends que la chaîne directeur. Pas besoin de la boucle fermée. Donc qu'est-ce qu'on a ici? L'objectif, c'est de pouvoir imposer la consigne. Si on ne prend que le modèle inverse, autrement dit, je ne prends pas de filtre, ça veut dire qu'ici, lorsque je vais avoir une variation de consigne, je vais répondre soi-disant instantanément, mais c'est soi-disant parce qu'en réalité, ici, je vais avoir des problèmes de réalisabilité et des actions infinies. Donc le rôle du filtre, c'est quoi? C'est de dire, hey, ça va, c'est complètement con d'essayer de répondre de manière instantanée, c'est pas ce qu'on me demande, et en plus, ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va ici rajouter un filtre, et ce filtre, sa dynamique, c'est celle que je veux imposer en boucle fermée, vu qu'on voit bien que, en suivi de consigne, vu qu'on voit bien que lorsque j'ai une variation de consigne, qu'est-ce qui va passer? Ça et ça se simplifiant, je vais avoir que la dynamique en suivi de consigne, ça sera bien PV égale F fois SP. Donc ça, c'est le rôle du filtre, de pouvoir imposer la dynamique de suivi de consigne, et évidemment, on n'a plus des actions irréalistes maintenant, parce que je n'essaie plus de vaincre une inertie de manière instantanée, et donc on va avoir des formes d'action tout à fait normales. Et typiquement, ce qu'on va retrouver, c'est l'effet d'un big lag qu'on retrouve ici. Et donc évidemment, au plus le filtre F est rapide, et donc il a des petites constantes de temps, au plus qu'est-ce que je vais voir ici sur mon pic?
Donc au plus, je veux être rapide, et donc au plus, j'ai des petites constantes de temps dans f, au plus mon pic va être élevé, c'est assez logique. Si je veux que ça réponde plus vite, ensuite consigne, pour une inertie donnée, ben, il n'y a qu'une solution, c'est de taper plus fort dessus. Et donc effectivement, si on regarde ça, eh bien vous aurez que la constante de temps de votre filtre ici peut expliquer le pic que vous avez là, et ça vous l'avez probablement déjà aussi l'année passée au laboratoire de régulation avec le théorème aux limites. Vous allez voir quel est le pic ici en t égale 0 plus, et on voit évidemment que c'est proportionnel aux constantes de temps que j'ai ici dans mon filtre. Et c'est même proportionnel au rapport des constantes de temps du process, constante de temps du filtre. Ce qui est assez logique. De nouveau, c'est le rapport entre la dynamique du système et la dynamique que vous voulez qui explique de combien vous voulez faire aller plus vite. Et donc le pic ici, c'est bien ça. Ça, c'est de combien je veux aller plus vite que la dynamique naturelle du système. Si je veux aller aussi vite que le système, et pas plus, j'aurai évidemment ici une forme d'échelon. Ça, c'est quand j'ai mon f est égal à mon process. Okay. Donc j'ai alors ici une inversion, une compensation entre f qui est égal à p. Ça alors ça se simplifie. Et donc qu'est-ce qu'il me reste? Ben, le résultat déjà, c'est que j'ai ici un régulateur qui est statique parce que j'ai viré la dynamique. Et ici, ceci va me donner quoi? Du coup, ben, p. Et donc on récupère bien le fait que la dynamique ensuite consigne, c'est la sortie évolue en suivant la consigne avec la dynamique du process. Okay. Attention, ceci c'est pas tout à fait correct. Je parle ici de la dynamique, mais je fais une faute si j'écris ça. C'est P chapeau. Je devrais... Non, oui, ça c'est vrai, mais... Oui, ok, mais si j'ai pas d'erreur de modélisation, faites attention, ici c'est vrai pour la partie dynamique, mais pas la partie statique. Parce que si je fais ça ici, si j'ai un gain dans mon process qui vaut 5, ben, je l'ai toujours ici. Hein. Donc attention, quand on dit que F est égal à P si on veut avoir la dynamique du système, c'est que la dynamique, mais pas la partie statique. Donc il faut quand même, en permanence, compenser le gain du process, compenser le gain du process. Et donc là, on a bien qu'on récupère un gain statique unitaire sur la dynamique en suivi de consigne. Ce qu'on veut évidemment avoir, vu qu'on veut que pour une variation de 2 degrés de consigne, j'ai bien une variation de 2 degrés sur la mesure et pas 5 fois 2 degrés. Ça, détail, on y reviendra plus tard. Donc on est toujours occupé à parler des pays. Avec la philosophie IMC, C est appliqué à des ordres réduits, on tombe sur un pays, et donc c'est une manière de faire du tuning de régulateur. Et donc si on prend le deuxième exemple du tableau qu'on avait pris, qu'on a montré juste avant, on était alors avec un premier ordre avec délai. Eh bien, vous connaissez votre système parce que vous avez fait l'identification en faisant un échelon au-dessus. Vous avez donc identifié le gain du process, la constante de temps du process et le temps mort du process, en utilisant la règle qu'on a dans le tableau juste avant, qui est ce qu'on a utilisé ici, sauf que je devrais faire le calcul avec un temps mort en plus. Et bien voilà le genre de résultat que vous avez. Selon la boucle fermée que vous allez avoir en cahier des charges, à gauche ici, vous avez un cahier des charges qui est de plus en plus exigeant en termes de dynamique. On impose des temps de réponse ensuite consigne de plus en plus rapides. On a donc évidemment des gains de plus en plus importants. Et ça va nous donner quoi quand on va tester ça? Ben, voilà la dynamique ensuite consigne. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ben, que si la dynamique visée par le cahier des charges est raisonnable, ben, on a bien un régulateur qui va se comporter à peu près comme on l'attend, donc avec un premier ordre dont la constante de temps est T close loop, taux close loop. Par contre, quand on commence à être plus exigeant en termes de cahier des charges, ben, vous voyez qu'on commence à avoir un dépassement. Autrement dit, ceci ne marche plus vraiment bien à partir du moment où j'ai un cahier des charges qui est un peu trop exigeant en termes de dynamique. Oui, on a déjà dit ça. Où est-ce qu'on a dit attention? Où est-ce que ceci n'a plus l'air de tellement bien marcher quand je commence à avoir des constantes de temps en boucle fermée, donc le cahier des charges est très exigeant. Oui. En fait, c'est l'approximation du temps mort qui n'est plus assez correcte parce que le temps mort est approximé. Cette approximation du temps mort, elle est vraie quand on essaie d'être raisonnablement lent par rapport au temps mort. Ce que vous voyez ici, c'est donc tout à fait naturel. Quand on essaie d'aller plus vite en boucle fermée, l'erreur d'approximation du temps mort, c'est dont on a parlé il y a quelques semaines, pas de Taylor, et commence à être l'erreur d'approximation du temps mort commence à être importante, l'approximation est grossière, le résultat s'écarte donc du résultat théorique, qui est qu'on ne devrait pas avoir de dépassement.
C'est pas la cata, il faut juste en être conscient. Il faut avoir un cahier des charges raisonnable si vous voulez que cette méthode fonctionne. Et si jamais c'est pas vrai, l'IMC est toujours implémentable sous sa forme native. C'est juste qu'on ne pourra pas passer à un pays. C'est bien ça qui est important. Hein. Si jamais vous avez que cette hypothèse d'approximation du temps mort par Taylor ou Padé n'est pas acceptable parce que vous avez une dynamique très rapide qui est exigée en suite consigne, ça veut juste dire que vous ne pouvez plus passer sur un pays. Mais vous pouvez parfaitement garder l'IMC, c'est juste un petit peu plus embêtant en forme d'implémentation. C'est ça qui est important. On perd ce résultat très facile à implémenter. Donc ça, c'est pour la partie pays. Oui, alors même chose, même résultat ici, mais vous voyez qu'on rajoute en troisième terme le coefficient B. Et le coefficient B, je vous rappelle que c'est celui qui vous permet d'avoir un régulateur à 2 degrés de liberté. Et donc l'erreur vue par le terme proportionnel n'est pas consigne moins mesure, mais consigne fois B, bêta, on trouve aussi souvent, moins la mesure. C'était quoi l'idée de ce machin-là? 2 degrés de liberté, tout est dans le nom, ça veut toujours dire la même chose. C'est pour éviter que la consigne soit trop agressive pour le régulateur. Ouais. Dès qu'on a un changement de 2 degrés de liberté, ça veut dire qu'on va vouloir gérer indépendamment la dynamique, ensuite consigne et en réjection de perturbation. Et comme tu le dis, si on essaie d'être bon en réjection de perturbation, on sait qu'on est très agressif ensuite consigne, principalement au moment où on a la variation de consigne. Et donc ce qu'on va pouvoir faire alors, c'est avoir un B qui ne vaut pas 1, B qui vaut 1, c'est quand je ne l'utilise pas, mais avoir un B plus petit. Et donc vous voyez bien que lorsque B passe à 0,5 ou même 0, ça se fait souvent, on a alors que le terme proportionnel n'est pas sur l'erreur, mais uniquement sur la mesure, moins la mesure plus exactement. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il est fait direct sur le MV. Quand on n'utilise pas le B, donc B est égal à 1, on a bien le gros choc sur l'organe de réglage, qui peut faire que on génère des problèmes sur d'autres bouts de régulation, parce qu'il y a des perturbations de haute fréquence à cause de ça, et que l'organe de réglage ici lui-même va en avoir du mal. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? Si on commence à aller vers un régulateur à 2 degrés de liberté, eh bien, vous voyez qu'on est de plus en plus raisonnable avec l'organe de réglage. Évidemment, ça se fait au prix d'un suivi consigne qui est un peu plus lent. Mais quelque part, ça, on le sait, et on sait qu'on va avoir ce résultat-là. L'idée, c'est de pouvoir tuner le régulateur de manière assez dynamique pour qu'il soit bon en suivi de consigne, en réjection de perturbation, et puis utiliser ce B pour dire, ouais, mais en suivi de consigne, je ne veux pas non plus que ce soit trop le bordel, donc je vais un petit peu ralentir. Donc c'est vrai qu'il est ralenti, mais regardez, on gagne surtout en termes d'oscillation. On a moins d'oscillation, on a moins de dépassement, et donc c'est vraiment ce qu'on cherche avec ce terme B ici qu'on va diminuer par rapport à 1, c'est avoir capé, enfin cassé TITD qui sont tunés pour la réjection de perturbation. Du coup, on sait qu'on est un peu trop agressif, trop de dépassement et pas assez d'amortissement ensuite consigne. B arrive alors là derrière pour pouvoir dire je suis bon en réjection de perturbation, je vais essayer aussi d'être bon ensuite consigne et de compenser ces problèmes de trop de dépassement et pas assez d'amortissement. Donc toujours avec notre pays basé sur notre IMC, mais en ayant rajouté le terme pays. Très rapidement, je le dis, mais c'est jamais le cas, on passe au terme dérivé. Le terme dérivé, vous savez très bien c'est quoi son idée et son intérêt. Une action proportionnelle, mais qui essaie d'anticiper ce qui va se passer. Proportionnel à quoi? Proportionnel à Parce que c'est pas les proportionnels. Ma question, c'est la dérive. la sortie. Non, proportionnel à quoi? Le terme dérivé, c'est une action proportionnelle à la dérivée, la pente, la vitesse. Donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, non, tu dis proportionnel. Le proportionnel à quelque chose. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez une perturbation sur votre système, donc partons d'un scénario où la consigne est constante. Et mon PV, à un moment, il y a une perturbation, il se casse la gueule. Et donc je voudrais bien revenir vers ma consigne. J'ai deux scénarios possibles. Et donc je triche dans mon dessin pour être très clair sur ce que je veux vous dire. Premier scénario de perturbation avec PV bleu, deuxième scénario de perturbation avec PV noir. Et voilà ce qui se passe ici. Est-ce que vous êtes tous d'accord qu'au moment de mon point ici, j'ai la même erreur? J'ai volontairement dessiné ça comme ça. J'ai bien ici la même erreur dans mes deux scénarios de perturbation sur PV bleu, perturbation sur PV noir.
Par contre, vous êtes d'accord qu'intuitivement, vous voudriez que le régulateur réagisse plus vite dans le scénario noir que le scénario bleu. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait intuitif. S'il faut formaliser ça, eh bien, la différence entre les deux, c'est pas l'écart, c'est la variation d'écart, c'est la vitesse d'écart. Et donc, c'est bien ça qu'on fait quand on rajoute le terme de dérivée, c'est qu'on rajoute un terme qui essaye de travailler proportionnellement à la vitesse de l'écart. Et l'autre interprétation, mais c'est effectivement exactement la même, c'est de dire que c'est une sorte d'anticipation. Et ça, il y a moyen de le montrer simplement avec l'approximation au premier ordre, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'idée, ce serait de dire que je ne veux pas simplement travailler par rapport à l'erreur au temps t. Ça, c'est ce que je fais quand je suis en proportionnel. La dérivée, elle vient de l'idée que je voudrais bien pouvoir travailler, mais en tenant compte de ce que sera la dérivée dans un certain temps. Autrement dit, je voudrais corriger maintenant en fonction de l'erreur future. Donc, c'est bien cette notion d'anticipation. Et donc, comment est-ce qu'on peut approximer et recalculer cette erreur qui n'existe pas, vu que c'est dans le futur? Mais tout simplement en disant que si je regarde l'écart de réglage en fonction du temps, ben, voilà n'importe quel écart. Si je suis à l'instant T, comme ceci, et que je recherche l'erreur dans TD secondes, donc TD secondes plus tard, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une approximation linéaire locale. Et c'est quoi une approximation linéaire locale? Ben, c'est-à-dire que ceci, je vais l'approximer par la droite à cet endroit-ci, et je vais ici aller calculer ceci comme étant à peu près, donc c'est une approximation, la vraie erreur dans TD secondes, elle est ici, mais ceci est à peu près l'erreur dans TD secondes. Ça, c'est la vraie erreur dans TD secondes. Je ne la connais pas. Ici, ce qu'on va dire, c'est que ma droite, c'est peut-être pas très bien dessiné ici, ma droite, ma courbe noire est bien une droite, et si j'ai ici l'erreur au temps t que je connais vu qu'elle est mesurée, ben, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire que l'erreur dans t des secondes, c'est en fait l'erreur au temps t plus ben, td fois la dérivée de l'erreur au temps t. Et ça, c'est bien une manière de montrer l'intérêt du terme dérivé, c'est que la correction par anticipation, autrement dit, corriger maintenant de manière proportionnelle à l'erreur que j'aurai dans un certain temps, et TD que vous pouvez justement tuner, eh bien, c'est de l'action dérivée. Action anticipative que l'on recherche nous donne finalement une action dérivée. Ou l'autre manière de le dire, c'est que l'action dérivée est une manière d'implémenter une action anticipative. Maintenant, ceci ne va pas toujours être vrai. Quelle est la condition pour que ceci soit vrai? C'est une approximation linéaire locale. Quelle est la condition pour que ceci soit correct? Dans quel intervalle de validation ceci est acceptable? Intervalle de travail, ceci est acceptable? Mais si TD est petit. Si vous essayez de prédire TD dans 3 jours, c'est clair que cette approximation linéaire, elle est complètement bidon. Parce que la courbe bleue ici, elle aura fait n'importe quoi en 3 jours. Donc ceci est correct, valide pour un petit TD, mais ça explique aussi que quand on met trop d'actions dérivées, on a quelque chose qui ne marche plus bien. Parce que la philosophie de base, c'est cette action anticipative, et donc il faut être raisonnable dans ce truc-là. Okay. Quelle est la grosse différence entre l'action dérivée et les deux autres actions, l'action proportionnelle et l'action intégrale, en termes d'exagération justement sur le paramètre? Si je mets trop de P ou trop de I, qu'est-ce que j'ai comme risque? Et puis, l'instabilité. Si je mets trop de D, est-ce que j'ai un risque d'instabilité? Non. Donc ça fait une différence fondamentale entre les deux. Trop d'actions dérivées, j'ai aucun risque d'instabilité. Ça va pas bien se passer, il y a des conséquences à ça, mais c'est pas une instabilité. Oui. Il faut que je te remontre tout ce que vous avez fait avec M. Rouchard pendant 15 heures. Là. Vous avez montré par les diagrammes de Bode, par tous les diagrammes, que l'action dérivée ne fait pas perdre de phase, elle fait même gagner de la phase. Autrement dit, elle ne crée pas de problème de stabilité. Une autre manière de le montrer, c'est que si on oublie le filtre dérivé sur lequel je vais revenir, ben, il n'y a pas de pôle, et si vous n'avez pas de pôle, vous ne pouvez pas dégrader la stabilité du système. Donc, en long et en large ici, l'action dérivée, mais vous connaissez ça, et on vient de rappeler le principal.
Donc l'aspect proportionnel à la vitesse de l'erreur, c'est assez naturel d'inclure cette idée-là. Et donc voilà comment est-ce qu'on pourrait écrire dans le temps, on va faire la même chose dans la classe au slide suivant, l'action proportionnelle dérivée. Okay. Seule remarque intéressante ici, oui. Je viens de dire qu'on allait parler du filtre dans 15 secondes, c'est exactement ça. Tout à fait raison. Il faut parler de ce problème de bruit et de filtrage et de l'action dérivée. Ça arrive ici. Donc ici, c'est juste l'intérêt de l'action dérivée. Tu mentionnes déjà le problème de l'action dérivée, ça va être résolu avec la notion de filtre qui va arriver après. Vous voyez que ce filtre n'intervient pas encore ici. Par contre, qu'est-ce qu'on fait déjà? On a que l'erreur dérivée est de nouveau une erreur qui va inclure, quand j'ai fini, ça fait une demi-heure. En plus, tu es en train de viser sur moi, je suis en train de me demander ce que tu es en train de foutre. Ton avis. Donc, vous voyez également ici qu'on introduit un terme à 2 degrés de liberté sur l'erreur de dérivée. Autrement dit, l'erreur qui va être vue par le terme dérivé, l'erreur qui va être dérivée, celle qui apparaît dans le D sur dt, n'est pas l'erreur au sens classique du terme. Consigne moins mesure, mais ça va de nouveau être un coefficient qui est le coefficient C fois la consigne moins la mesure. C'est de nouveau exactement la même chose, c'est pour pouvoir découpler la dynamique en suite consigne et en réjection de perturbation. Donc la notion de régulateur à 2 degrés de liberté. Et de nouveau, c'est pour éviter aussi, c'est une autre manière de dire, d'avoir un choc lorsque vous avez une variation de consigne. Encore une fois, quelle est l'autre solution si vous voulez ne pas avoir de choc en variation de consigne et que votre régulateur ne vous permet pas de jouer sur B et C? Quelle est l'autre solution pour découpler suite consigne et réjection de perturbation? Non, parce que alors tu vas affecter la dynamique en réjection de perturbation. Quelle est l'autre manière dont on a parlé pour essayer d'avoir le même effet que le B et le C, mais sans utiliser B et C dans le régulateur, en faisant autre chose pour que la variation de consigne ne soit pas trop agressive sur l'organe de réglage. Mettre un filtre sur la consigne avant de l'envoyer vers le régulateur. On appelle ça souvent un pré-filtre. Ça revient au même, c'est la même idée. C'est un filtre qui n'est que sur la consigne. Ça montre bien que c'est une manière de jouer sur la consigne, la dynamique en suite consigne seule. Et on laisse alors KP, TITD s'occuper uniquement de la réjection de perturbation. C'est une autre manière de découpler dynamique en suite consigne ou réjection de perturbation. Donc ce pré-filtre ou ce régulateur à 2 degrés de liberté avec B et C, ça revient au même. En Laplace, c'est la même chose, sauf qu'on parle ici effectivement du problème de filtrage. Je peux maintenant revenir sur ce que tu disais. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de bruit qui sont vraiment absolument à prendre en compte avec la dérivée? C'est vrai aussi un petit peu que proportionnel. Je ne pas vraiment vrai avec l'intégrale. Pourquoi? Parce que dans la dérivée, anticiper chaque perturbation, elle peut par exemple devoir décompter la réponse qui s'appelle. Oui, donc même si le bruit est faible en amplitude, étant donné que le bruit est toujours à haute fréquence, quand vous dérivez un signal de haute fréquence, vous dérivez cette pente. Et l'autre manière de dire, c'est que l'amplitude, pardon, c'est que la fréquence du signal revient dans l'amplitude après que vous ayez dérivé. Donc un bruit, même si c'est faible en amplitude, c'est des hautes fréquences, ce sont nos fronts raides, et donc vous dérivez des fronts raides, vous avez un truc énorme. Autrement dit, cette idée de dériver, l'idée de base, elle est bonne, mais à cause du bruit, on va prendre une précaution qui est de filtrer cette dérivée. Filtrer, il y a plusieurs moyens de le faire. Souvent, c'est un filtre du premier ordre qui va apparaître. Je vais passer ça. Vous regarderez ça tout seul. Où est-ce qu'il y a mon filtre? Ça, c'est ce que je viens de dire. Je cherche mon filtre. Ça, on en a déjà parlé. Vous en faites pas quand je passe des trucs, c'est qu'on en a déjà parlé. Vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est l'action P plus D que vous voyez brute. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rajouter notre filtre. Et le filtre, vous voyez que c'est un premier ordre qui va apparaître avec la dérivée. En réalité, on ne va jamais le mettre comme ça, avec la dérivée devant ou derrière. Pourquoi? Parce que si j'implémente ces deux actions, dérivée et filtrage de manière indépendante, il y en a une des deux qui n'est pas réalisable. C'est la dérivée. Et donc, ces deux blocs-là vont toujours être implémentés sous forme d'un seul bloc qui sera la dérivée filtrée. Ok. Donc, STD, c'est la dérivée simple,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller rajouter un filtre du premier ordre. Des fois, c'est d'autres filtres un petit peu plus intéressants quand on s'intéresse au contenu fréquentiel, mais moins souvent implémentés. Sur les filtres de Butterworth, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Vous avez ceci dans les notes, mais ce n'est pas fondamental. Alors, l'action dérivée, comment est-ce qu'on peut les filtrer? Comment est-ce qu'on peut la repérer, l'identifier dans un régulateur? C'est quelque chose qu'on a déjà fait comme raisonnement quand on a travaillé avec du P seul et du PI seul. Si vous avez devant vous un vieil automate analogique, ou bien un deuxième scénario, que vous avez un automate numérique mais que vous n'avez pas le mode d'emploi et que vous ne savez pas par exemple quelles sont les unités de TD, qu'est-ce que vous allez faire? Faire un échelon sur l'entrée du régulateur, donc sur le signal d'erreur. Regardez comment ça bouge en sortie. C'est donc une réponse indicielle du régulateur. Et à partir de ça, vous savez facilement retrouver le P et le D et le F, enfin le filtrage, dans votre régulateur. Donc c'est une manière très simple, souvent, de se rassurer sur ce qu'on va vraiment utiliser comme régulateur avant de mettre en service la boucle de régulation. Pour être sûr qu'on ne soit pas trompé dans les unités, par exemple, de temps. Passer de seconde à minute, ça fait un facteur 60. C'est évidemment catastrophique, autant pour la dérivée que pour l'intégrée. Oui. Quand c'est analogique, on peut pas pouvoir les contrôler. On va regarder les compteurs et essayer de. Pourquoi est-ce qu'on va quand même vouloir faire ce test-là? Quoi? Non? Ah non, non. Regardez les composants ou la datasheet, c'est plus rapide. C'est tout. Le problème, c'est que les composants, ils sont analogiques, justement. Et donc, ils vont bouger dans le temps. C'est ce que je vous disais. Si dans une centrale nucléaire, on utilise encore ça. Tous les ans, on déraque les régulateurs, on les met sur une table de test, on fait ça. Et vous avez des essais officiels qui sont renvoyés à l'agence nucléaire de Gna pour montrer que le régulateur numéro 164 a bien encore le bon KP, le bon TI, le bon TD. C'est fait pour les régulateurs, mais aussi pour les filtres, les DLEF, les blocs gains, d'autres fonctions analogiques. Donc, même si tu as les composants, dans la philosophie analogique, on ne fait pas confiance aux composants, on peut faire confiance aux composants quand ça sort d'une usine. Et ici, une régulation, la durée de vie d'un régulateur, c'est 15, 20, 25 ans. Parce que si c'est un erreur d'unité, souvent ce sera ailleurs. C'est un des exemples que je donne, celui sur l'unité. L'autre exemple, c'est valider. Donc ça, là, je parle du numérique pour les unités. Pour l'autre, c'est valider que la CAPA a bien encore à peu près la bonne valeur pour donner le bon TI, le bon TD, le bon filtrage. Le facteur 60 ne sera effectivement pas sur une dérive naturelle, mais plutôt sur une erreur d'interprétation du mode d'envoi que tu n'as pas dans certains. Oui. Une question, c'est peut-être parce qu'on est sur un régulateur PD, mais comment est-ce qu'on peut calculer l'action intégrale pour faire un step? Là, il explique pour la proportionnelle, pour la dérivative. On l'a fait la fois passée. Le résultat équivalent sur un pays, c'est ça. Tac, tac, tac. Et donc, vous avez ici ce que vous avez besoin pour déterminer le KP et la pente ici pour le TI. Et ici, on est sur un PD. Quand on va avoir un PID, on va avoir ça, ça, ça. Et on a de nouveau tout ce qu'il faut pour retrouver le P, le I, le D et même le filtrage. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser une action dérivée? Principalement quand on a besoin. Quand on en a besoin. Autrement dit, on va d'abord utiliser un PI et on va faire exactement ce que vous avez fait, ce qu'on a fait la fois passée, que je vous ai rappelé ici il y a une demi-heure. On va monter sur le P petit à petit de manière itérative. Quand on ne peut pas travailler sur un modèle B, c'est parce qu'on n'a par exemple pas de modèle. On monte petit à petit sur le P. Ensuite, quand on commence à avoir un dépassement, on dit je reviens un petit peu en arrière parce que je dois encore rajouter du I. Et puis on va remonter sur le I. On va se permettre d'avoir un petit peu plus de dépassement que dans le cas où on n'a qu'un pays. Parce que justement, on sait qu'on va rajouter une action dérivée qui a la tendance à abortir. Donc, je vais le revoir avec vous, mais l'idée de base, c'est vraiment ça. On va commencer par du P. Donc, si ma consigne évolue comme ceci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça que vous allez souvent faire en mise en service. Et itérativement, je vais mettre un petit peu de P. Si on est très conservatif, parce qu'on ne connaît pas bien le système, on ne va pas faire grand-chose. On va faire monter le P, donc on va diminuer le statique, mais on va finir par commencer à avoir un dépassement. Donc on ne va pas aller trop loin là-dedans. On va peut-être revenir un petit peu en arrière sur le P, pour ne pas avoir trop de dépassement. Ensuite, on va rajouter l'intégrale. Et donc, si j'en rajoute un petit peu, j'ai un truc comme ça.
c'est encore trop lent, on a vraiment la queue sur la fin des 6 pieds lents. On va en rajouter du coup encore un petit peu plus pour essayer d'aller plus vite. Mais si je vais trop vite, je commence à avoir des problèmes de dépassement. Et donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici si j'ai un pays. Par contre, on va pouvoir aller ici si j'ai un pays D, parce que ça, ce n'est encore que le pays du pays D. Maintenant, je vais rajouter l'action dérivée, et grâce à elle, je vais avoir un amortissement qui va me permettre de revenir sur ceci. Autrement dit, d'avoir, donc ça, c'est le pays de mon pays D, et dès que j'ai rajouté, je vais être cohérent dans mes couleurs, ça c'est quand je m'arrête à un pays, ça c'est le pays de mon pays D, et quand je rajoute mon D, j'ai bien ici quelque chose qui va me permettre d'être plus rapide que ce que j'ai avec mon pays seul, parce que j'ai pu pousser un petit peu plus fort mon P et mon I, parce que je sais que derrière, j'ai mon D qui vient m'aider à compenser le problème de dépassement et de manque d'amortissement. C'est vraiment ça la philosophie qu'on va faire avec l'action dérivée pour la tuner. Et donc, quand est-ce qu'on va la faire? Eh bien, on a besoin de ceci. On est dans ces scénarios-là quand on commence à avoir trop de problèmes d'oscillation et d'amortissement avec un pays. Et donc, c'est typiquement les systèmes pour lesquels j'ai des ordres élevés. Donc, si vous êtes avec un ordre 1, vous n'allez jamais utiliser de dérivés. Et dès qu'on a un système d'ordre 2, on peut commencer à utiliser, et ordre plus élevé, utiliser encore plus. Donc, c'est typiquement le cas quand vous avez des systèmes d'ordre élevé. C'est là qu'on utilise l'action dérivée. Donc, ça, c'est votre action dérivée en Laplace. Et si vous devez l'implémenter vous-même sous forme récursive, ben voilà simplement une manière de coder avec un Euler backward. Vous avez dans le slide suivant une autre manière de discrétiser en Tustin ou en trapèze. Donc, voilà une manière de coder votre dérivé filtré pour la mettre dans votre régulateur. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin quand vous n'avez pas de bibliothèque de régulation disponible dans votre automate et que vous devez vous-même programmer votre automate, pas sous forme de schéma bloc, on va y revenir après, mais sous forme de ligne de code. Alors on est bien en récursif, en discret, et c'est la manière de programmer une action dérivée filtrée en Euler backward. Et vous avez ici la même chose en trapèze ou en Tustin. Vous avez des propriétés de stabilité différentes selon que vous discrétisiez par l'une ou par l'autre. On en a déjà parlé, je ne reviens pas en détail dessus. Donc comment est-ce que vous allez faire si vous avez maintenant votre PID? On avait déjà vu ensemble comment programmer de manière récursive le premier paramètre qui est le P, le deuxième paramètre qui est le I, pour lequel vous connaissez bien ici que l'action intégrale, c'est l'action intégrale que j'avais juste avant, plus le nouveau terme, qui sera différent selon que vous ayez discrétisé en Euler devant, Euler derrière, tout ça. Pour ajouter l'action dérivée, et puis vous avez tout simplement que la sortie du régulateur, c'est la somme des trois actions. Ça, c'est la partie continue du régulateur, autrement dit, la partie où tout va bien. Il faut évidemment rajouter là-dessus tout ce qui est conditionnement du régulateur, donc les changements manuaux, les trackings éventuels et surtout les anti-build-up. Et ça, c'est la partie qui fonctionnera déjà très bien quand vous êtes en automatique, quand vous êtes loin des limitations de l'actionneur et quand vous n'êtes pas en mode manuel ni en mode tracking. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Quand il faut commencer à implémenter une action dérivée, pas sous forme de code, mais sous forme de bloc, ce qui arrive encore assez souvent, eh bien voilà ce que vous pouvez faire. Deux manières ici de créer une action dérivée à partir d'autres blocs fonctionnels. Donc on est dans un scénario tout à fait réaliste. Vous travaillez sur un automate, vous n'avez pas de dérivé filtré et vous devez en calculer une. En fait, ce n'est pas intéressant que pour calculer un régulateur. Ça. Vous avez aussi une autre application. Souvent, en régulation, on a besoin de calculer les dérivés parce que vous savez, par exemple, que le gradient de température de ma chaudière doit être à maximum 10 degrés par minute. Et donc, il faut calculer les gradients des dérivés de signaux. Comme c'est la dérivée d'un signal CW, donc on va toujours la dériver de manière filtrée. Et donc ça, c'est aussi l'application pour laquelle vous avez besoin de calculer les dérivés filtrés, même si elle n'est pas dans un régulateur. Donc si vous avez besoin de ça, et c'est vraiment tout à fait classique comme situation, que vous n'avez pas un bloc de dérivés filtrés, bien vous pouvez recréer la dérivée filtrée de différentes manières. Le scénario du dessus, c'est quoi? Et vous avez deux blocs de gain, TD et 1 sur TFD. Donc la constante de temps de dérivation et le filtrage, c'est des constants, donc c'est des gains. Ça vous aurez évidemment dans tous les automates. Le 1 sur S, c'est un intégrateur. Vous devez l'avoir aussi dans tous les automates, c'est l'élément de base. Et bien, si vous regardez
Et si vous calculez la sortie en la réexprimant par rapport à l'entrée, ceci est une dérivée filtrée. En dessous, même chose. Comment calculer une dérivée filtrée à partir d'un bloc gain, encore une fois, d'un filtre du premier ordre et d'un sommateur, d'un plus-moins. Eh bien, vous avez de nouveau ici une dérivée filtrée. Donc ça, c'est la manière de calculer une dérivée filtrée, soit parce que vous en avez besoin pour une autre raison que la régulation, comme je vous le dis, c'est assez typique, soit pour mettre ça dans votre régulateur, si vous construisez vous-même votre régulateur, à partir des éléments fonctionnels natifs de votre automate, et qui n'a pas de dérivée filtrée. Donc, on a fait le P, le PI, le PD. Le PID, c'est évidemment la conséquence logique de tout ça. Rapidement, vous retrouvez les trois termes avec l'expression dans le temps. Vous voyez bien ici que on a une dérivée qui est filtrée. Donc, la partie filtrée est la dérivée, pardon, et l'erreur, la partie dérivée est l'erreur filtrée. Et l'erreur filtrée, vous connaissez ici l'équation d'un premier ordre. Donc, vous avez un filtre du premier ordre sur l'erreur et on dérive l'erreur filtrée. Et vous connaissez bien ici les trois termes d'erreur qui sont différents lorsqu'on a un régulateur à 2 degrés de liberté. Encore une fois, on va avoir pour le proportionnel un coefficient qui va apparaître sur la consigne, pour la dérivée également, mais jamais sur l'erreur qui est utilisée sur le terme intégral. On l'a montré la fois passée, si vous faites ça, vous créez vous-même une erreur statique. Donc pour le terme intégrateur, on utilise toujours l'erreur native, entre guillemets, l'erreur naturelle. On ne va jamais le mettre à un coefficient, sinon c'est nous qui créerions une erreur statique. Dans le temps et dans la place, mais vous voyez bien ce que c'est, il n'y a pas grand-chose à en redire. Faites attention de nouveau aux unités de temps, etc., etc., etc. On a parlé des séries parallèles, ça c'est un truc important aussi. Vous avez souvent, avec M. Houchard, travaillé sur une forme série, qui est celle qui est ici en dessous. Quel était l'intérêt de cette forme? Dans quel contexte est-ce que vous l'avez fort utilisé, vous travaillez avec des petits outils? Dans quel domaine? Vous avez utilisé cette forme de régulateur série lorsque vous travaillez en fréquentiel. Pourquoi est-ce que cette forme-là est intéressante en fréquentiel? Elle a deux origines en fait. Premièrement, une origine historique, parce que quand on réalisait des régulateurs sous forme automatique, c'est nativement comme ça que c'était. Donc la mécanique, la pneumatique nous donnait des régulateurs sous cette forme-là quand on devait l'implémenter sous forme automatique. Ça, c'est la partie historique. Mais ça a encore un intérêt aujourd'hui. Vous avez utilisé cette forme quand vous travaillez en fréquentiel. Pourquoi? Parce qu'un produit de fonction de transfert, quand vous êtes dans le diagramme de Bode, ça vous donne quoi? Les sommes d'amplitude en dB et les sommes de déphasage. Et donc c'est pour ça que c'était très pratique de travailler en forme série. Par contre, ce n'est pas celle qu'on trouve le plus souvent en industrie. On trouve plutôt la forme parallèle qui est la suivante. Donc faites bien attention, ceci est un régulateur PID, il n'y a personne qui dit le contraire. Et regardez bien ici, les paramètres de régulation, le gain, le TI et le TD, et son filtrage, sont bien ici à chaque fois des gains STDS, parce que c'est le gain d'un régulateur série. C'est très important de bien avoir en tête que lorsqu'on va passer à un régulateur parallèle, qu'on peut réexprimer sous cette formule-ci, ou bien sous cette formule-ci, c'est exactement la même chose. Là, on voit mieux qu'elle est parallèle. Les actions sont bien l'une à côté de l'autre et pas l'une derrière l'autre comme pour un série. Ici, vous avez le cassé TITD non série. On pourrait ajouter un petit parallèle, mais ce n'est pas intéressant. Faites bien attention à ça. Quand vous devez passer d'un régulateur série à un régulateur parallèle ou inversement, vous devez bien recalculer les gains pour que ça ait le même comportement. Si vous mettez un TI de 20 secondes sur un régulateur série, ça ne donne pas le même résultat qu'un TI de 20 secondes sur un régulateur parallèle. Donc il faut absolument tenir compte de ça. Et si vous devez passer de l'un à l'autre, il y a deux scénarios pour lesquels on a besoin de ça. Eh bien, il suffit tout simplement d'écrire les équations du régulateur série et du régulateur parallèle, de les mettre l'un en face de l'autre et de les égaler terme à terme, ce qu'on fait ici avec d'abord la forme parallèle, ensuite la forme série, vous les développez et vous les égalez terme à terme, le terme en S exposant 0, S1 et S2, et vous avez trois équations, parce que le terme à terme avec trois termes garde les deux, et vous avez comme ça l'équation qui vous lie les paramètres du régulateur série au régulateur parallèle ou inversement. Et donc ça, c'est très important. Quels sont les deux scénarios qui font qu'on peut avoir besoin de ça? Il y a deux scénarios possibles. Le premier, vous êtes occupé à remplacer une installation, donc ça se fait
tous les 15 ans environ. Puis les automates, les systèmes de contrôle, parce que c'est plus assez fiable, parce qu'il n'y a plus assez de pièces détachées. Bien, c'est plus assez fiable parce que ça tourne derrière un Windows machin drôle qui n'est plus maintenu. Donc tous les 15-20 ans, on change les automates. Et pour une raison ou pour une autre, on a choisi un automate qui a un régulateur sous forme parallèle. Vous le voyez parce que vous avez directement été lire la datasheet, comme on a déjà discuté, et vous allez voir ce qu'il y avait sur le vieil automate ou l'automate analogique, et là vous voyez que c'est un série. Et donc si votre objectif c'est de faire une modernisation de l'installation sans changer la dynamique des régulations, eh bien vous devez recalculer les paramètres de régulation pour que dans le nouveau régulateur, ça ait le même effet que ce qu'il y avait dans l'ancien régulateur. Mais comme ils n'ont pas les mêmes formes, il ne faut absolument pas remettre un KP pour un KP, un TI pour un TI. Parce que pour que ça ait le même effet, il faut recalculer les TI. Et c'est simplement l'égalité terme à terme, c'est logique. Si les régulateurs n'ont pas la même forme, pour que ça ait le même effet, il faut tenir compte du fait que ça n'est pas la même forme. Petite remarque, il y en a un qui est plus général que l'autre. Si vous regardez ici ces équations, vous allez voir que si l'inégalité d'équilibre n'est pas respectée, eh bien en fait vous ne savez plus passer du régulateur parallèle vers le régulateur série. On peut toujours passer d'un série vers un parallèle, donc un parallèle tout à fait général. L'inverse n'est pas vrai. Donc vous avez certains ratios de TI-TD que si vous les avez en série, il n'existe pas de régulateur, pardon, si vous les avez en parallèle, il n'existe pas d'équivalent série. Vous ne savez pas les réimplémenter sous cette forme-là. En fait, mathématiquement, quand vous ferez l'exercice, parce que vous le ferez, parce que vous devez le savoir, vous allez voir que vous avez un problème de réalisabilité avec une racine négative. Et elle vous montrera d'où vient ce 0,25. Donc, eh bien, vous avez une des deux formes qui est plus générale que l'autre, c'est la parallèle. Tant mieux, c'est celle qui est communément admise. Donc, petite remarque quand même, que de temps en temps, il y a encore un mishmash là-dedans. Quand on parle de parallèle, il y a un parallèle encore plus parallèle que ceci, mais qui est moins implémenté. Ceci, ce n'est pas une forme parallèle pure, finalement. Qu'est-ce qui n'est pas en parallèle là-dedans, comme action? Non, non. Tous. Le gain. Remarquez bien ici que quand on parle de forme parallèle, des fois on parle de forme mixte. Parce qu'en réalité, le terme proportionnel est sur les trois termes. Vous avez certains régulateurs pour lesquels le proportionnel n'est que sur le terme proportionnel. Donc vous avez que le cassé est dans le 1 et que vous n'avez plus le cassé derrière, évidemment. Donc si vous avez ça, et c'est tout à fait courant aussi, même chose, le TI ne vaut pas le TI à cause de ça. Donc il faut vraiment être conscient de ça, aller regarder dans les datasheets quelle est la forme du régulateur. On préfère cette forme ici, on l'appelle parallèle, même si c'est vrai que les actions ne sont pas tout à fait parallèles, le proportionnel lui est en fait sur l'ensemble des valeurs. C'est cette forme-là qui est la plus facile à tuner et qui est la plus générale. Donc j'étais ici, et on arrive sur la question de tout à l'heure. On se retrouve sur un régulateur PID filtré. Comment retrouver les éléments si on veut valider le régulateur sur son vieillissement, parce que c'est un analogique, pour confirmer qu'on a bien interprété la datasheet. Bien, s'il n'y a pas de datasheet, savoir ce qu'il y a dans l'algorithme qu'on ne peut pas ouvrir. Donc votre réponse PID, c'est la rose. Si vous faites l'interpolation à partir de la composante intégrale qui continue vers l'infini, vous pouvez construire graphiquement la courbe bleue, vous retrouvez l'élément P, l'élément I, et pour l'élément D, vous retrouvez l'élément P qui apparaît naturellement, et pour l'élément I, bien, vous avez la pente et le pic de dérivée qui vous permet directement de déterminer TD et KC. De nouveau, c'est simplement le théorème de limite qui vous donne ça à partir de la forme du régulateur. Si je tape un échelon de hauteur 1 dans le régulateur, qu'est-ce qui sort? Je fais T0+, et vous aurez directement le KC TD sur TFD. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais c'est évidemment important de savoir s'y retrouver. Alors, petite remarque en plus sur ce qu'on fait dans les régulateurs. On en a déjà parlé. Souvent, ce qu'on va mettre, c'est une bande morte sur l'écart de réglage. Des fois, vous avez une bande morte aussi sur la sortie du régulateur. C'est un peu plus original, des fois un peu plus tricky à régler. Et donc, bande morte sur le régulateur, à votre avis, l'idée, c'est quoi? Bande morte sur l'entrée du régulateur, on est sur l'écart de réglage. Pas? Oui, c'est pour essayer d'éviter que l'organe de réglage soit en permanence élevé par le bruit de mesure. On a déjà un peu parlé de ça pour le filtre, sur la dérivée, mais pour le proportionnel, là, on ne met pas de filtre. Et en plus, on sait que rajouter trop de filtres, c'est pas super bon. Pourquoi?
C'est quoi le problème quand on filtre? Ça devient lent. Quoi? On devient plus lent. Ça rajoute un ordre, autrement dit, ça va déstabiliser votre système. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on évite de trop faire. Et donc l'autre solution, quand vous avez un bruit de mesure, eh bien c'est tout simplement de mettre une bande morte sur l'erreur. Et ce qu'on dit au régulateur, en fait, c'est, écoute, tant que l'erreur est plus petite que la bande morte, bah, je t'envoie une erreur de 0, autrement dit que tu fais rien. Tu restes à ta dernière valeur, pilotée par l'intégrale. Et ça permet comme ça d'éviter de trop jouer sur le régulateur. Attention, ça peut aussi être quelque chose qui crée des oscillations dans ce machin-là. C'est assez logique. Si vous avez en permanence des perturbations, vous avez chaque fois que l'erreur passe dans la bande morte, le régulateur dit j'arrête de bouger. Donc la perturbation vous pousse encore plus loin. Et puis quand vous passez au-dessus de la bande morte, vous dites au régulateur je saute la bande morte, tu reviens. Et vous avez comme ça un cycle qui fait je travaille pas, je travaille, je travaille pas, je travaille. Donc ceci, c'est pas une solution magique non plus, ça peut être source d'oscillation. Donc il faut absolument bien régler ça. C'est pour ça que des fois on a des bandes mortes doubles. Une bande morte double, c'est un truc un petit peu plus intelligent. Vous avez une hystérèse sur la bande morte. Donc la philosophie est la suivante. Je vais avoir une bande morte jusque 5 degrés d'erreur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à régler, mais je vais essayer de régler pour revenir jusque 3 degrés d'erreur. Autrement dit, vous avez une double bande morte, une bande morte d'activation et une bande morte de désactivation. C'est le genre de bazar qui essaye d'être un meilleur bande morte pour éviter ces problèmes d'oscillation. C'est souvent un peu tricky à régler et c'est pas magique non plus, mais vous trouvez souvent ça dans les régulations, dans les régulateurs industriels. On parlera encore d'autres manières de gérer l'erreur plus loin, avec des valeurs absolues, des erreurs au carré. Vous allez voir que ça a d'autres intérêts. Ça, je vais passer. Ça, on en a parlé, c'est quand est-ce qu'on va utiliser la dérivée, c'est quand on a des ordres élevés à partir de 2 ordres. On a dit que la dérivée a un effet stabilisateur, c'est fondamental. Elle devait toujours être filtrée, et on a parlé du ratio de 0,25. Alors, ce ratio de 0,25, je vous ai dit que c'est celui qui permet d'être garanti la faisabilité transfert parallèle vers série. Il y a une autre raison d'utiliser, c'est que souvent, c'est la valeur par défaut. Si vous devez démarrer et mettre une action dérivée sur un régulateur et que vous ne savez pas quoi faire, et que vous n'avez pas le temps de faire un bon modèle ou un bon calcul, typiquement, eh bien, vous partez d'une formule parallèle et vous mettez un TD qui est le TI divisé par 4. Ça, c'est en gros la règle de bonne pratique qui vous donne le TD dans lequel vous commencez, et puis après, vous réglez évidemment selon la dynamique que vous avez. Si vous n'avez pas d'idée, c'est en général ce qu'on admet comme règle de bonne pratique. Donc, ce 0,25 a 2 raisons d'être, c'est plus rien. Donc ça, on en a parlé, il n'y a pas grand-chose à en redire. Et juste le graphe que moi je vous ai refait tout à l'heure au tableau, si on a un PID et qu'on utilise notre première méthode de réglage, qui est la méthode d'essai-erreur, autrement dit itérative, on va progressivement monter sur le terme proportionnel seul. Ben, vous voyez qu'on n'a que du proportionnel parce qu'il y a une erreur statique. On ne va pas prendre le plus agressif, on va prendre celui qui a un dépassement mais pas trop. Alors, on peut se permettre déjà un peu plus de dépassement que quand on n'avait qu'un pays, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on aura la dérivée qui va venir nous aider. Donc on prend ça comme proportionnel. On rajoute ensuite le terme intégrateur qui lui va nous annuler l'erreur statique. Donc intégrateur trop lent, ben, vous avez la dernière réponse qui se traîne un peu sur la fin pour les raccourcis. Vous avez une intermédiaire qui est sympa, avec un petit dépassement, et puis vous avez celui qui a encore trop de dépassement. Et comme vous êtes avec une action dérivée, vous allez pouvoir prendre la solution qui a un dépassement plus grand que ce que vous auriez si vous deviez vous arrêter avec un PI, et on va rajouter l'action dérivée avec comme objectif de minimiser ce dépassement. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc encore une fois, à partir de ce PI, on va itérativement rajouter la dérivée, de manière à essayer d'amortir mieux. Et donc là, vous voyez que la solution sans dérivée, qui est celle avec le gros dépassement, eh bien, elle est améliorée en ayant un dépassement de plus en plus petit grâce à l'action dérivée. On l'a dit tout à l'heure, le problème de l'action dérivée, c'est que quand vous en mettez trop, il n'y a pas de risque de stabilité, mais qu'on fait apparaître des oscillations de plus haute fréquence. Quand vous avez poussé vraiment ça trop loin au laboratoire de régulation l'année passée, qu'est-ce que ça a fait? En fait, on vous pousse à mettre trop de dérivés et vous commencez à avoir un truc qui amortissait tellement que dès qu'il y avait une variation, il revenait en arrière. Et donc, dès que ça bougeait un peu, ça revenait en arrière, et donc ça revenait trop en arrière. Et donc, vous avez vu que ça faisait apparaître typiquement des oscillations plus haute fréquence. Ça, c'est vraiment en poussant très très loin. Mais ce qu'on a typiquement, c'est plutôt le scénario que vous avez ici. Vous voyez que, en fait, vous aviez
une réponse qui allait directement vers la consigne avant de rajouter de l'action dérivée, vous en rajoutez tellement qu'elle freine, elle veut tellement amortir que ça devient un frein et elle vous empêche d'aller sur la consigne pendant le pic de variation de consigne ou de perturbation. Et après, c'est l'action intégrale qui doit se traiter pour avoir la solution finale. Donc on est dans un cas ici où trop d'actions dérivées va tirer une balle dans le pied de l'action proportionnelle. C'est normal, l'action proportionnelle elle veut créer un transitoire rapide. L'action dérivée, elle dit hey, je ne veux pas de transitoire rapide. Dès que j'ai une variation, je freine cette variation. Et donc trop de dérivés, c'est évidemment un truc qui va nous embêter, mais pas pour des raisons de stabilité. Pour ces raisons-là, c'est s'opposer au proportionnel. Et donc, si on regarde le même résultat, mais qu'on y rajoute l'action, ben, qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsque on a une variation de consigne, ben, l'action elle va bien en plein pot, dans le cas où on n'a pas utilisé les 2 degrés de liberté du régulateur, on a le choc du proportionnel, et pire encore, le choc de la dérivée, parce qu'on n'a pas utilisé de C. Okay, donc ça, c'est bien le prix à payer quand on a un régulateur comme ceci à 1 degré de liberté, on veut avoir quelque chose de dynamique pour avoir une bonne réjection de perturbation. Et si je le fais rien pour gérer le choc de suivi de consigne, ben, j'aurai ça. Donc encore une fois, soit on joue sur B et C, bêta ou gamma, soit on met un pré-filtre sur la consigne, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, on vient de se reconcentrer sur le PI, PID pour les aspects tuning. On vient de rediscuter de la nécessité de filtrer et quelques autres petites discussions. Ce qui est évidemment fondamental quand on reparle du pays, c'est de reparler d'anti-wind. On en a déjà parlé 1000 fois. Donc vous avez tout ceci qui est très clairement dans les notes. Rappelez-moi juste encore une fois, c'est quoi le problème du wind-up d'un régulateur? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'emballe? L'action intégrale. Donc, le wind-up, le problème c'est l'action intégrale et que elle. Donc la solution elle va être dans l'action intégrale. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. D'un automate à l'autre, vous aurez des solutions différentes. Vous avez même des propositions de plusieurs types d'anti-wind-up, qui sortent de plus ou moins vite de saturation. Donc c'est fondamental. Ça sort un peu du cadre de ce qu'on fait ici, mais sachez qu'il y a plusieurs solutions possibles pour les anti-wind-up. C'est toujours un peu un bricolage parce que ce n'est pas la solution optimale. La solution optimale pour tenir compte des limitations de l'organe de réglage, c'est quoi? La commande prédictive, qui est donc une autre manière de faire de la régulation, bien plus avancée et plus lourde à mettre en œuvre. Donc c'est un autre type de régulateur. Si on parle du pays, on doit parler de ce problème de wind-up et de tout ce qu'il faut faire pour enlever le wind-up. Le wind-up, on en a dans les scénarios simples d'une belle boucle de régulation et c'est lié à la saturation de l'organe de réglage, du fait que l'intégrateur n'est pas au courant de ça et donc il continue bêtement à pousser. Ce n'est pas un problème en soi, parce que l'organe de réglage, ben, la vanne, elle ne va pas s'ouvrir de 100%. Donc le problème, il intervient quand on a un wind-up? Ce n'est pas pendant le wind-up, en fait, là, on n'a aucun problème. C'est après, quand on va sortir de saturation, qu'on va perdre du temps, parce que l'intégrateur est tellement en haut, il est complètement dans les choux, il est en train de demander la vanne à s'ouvrir à 1000%. Et donc, quand le régulateur dit hey, maintenant j'ai besoin de fermer ma vanne, ben, elle ne va pas se fermer directement en partant de 100 et en allant en 99, ce qu'elle devrait faire quand le régulateur veut fermer la vanne. La vanne est soi-disant ouverte à 1000% pour le régulateur. Donc, il va commencer à la fermer en 999, 998, etc. Et il va vous falloir une plombe pour revenir sous les 100 et enfin avoir une action réelle sur le process. Sauf qu'en réalité, entre les deux, vous aurez certainement tout pété. L'installation se sera mise en erreur, vous aurez tué 15 000 personnes. Et donc, c'est après que vous aurez ce problème-là. Donc, ça crée un délai à la reprise en action de l'organe de réglage. Donc, on parle de la sortie de saturation. Et donc, vous allez voir ça sous le terme de out of saturation recovery, de anti-wind-up stratégie, etc., etc., etc. On en a déjà parlé, vous l'aurez plus loin. Vous le reverrez ici plus loin. Le contexte le plus simple, c'est celui qu'on vient de réévoquer pour lequel j'ai une boule de régulation. Dans les structures de réglage plus complexes, il faut aussi faire attention à l'anti-wind-up. Dès que je rajoute un feed-forward, ça intervient dans la stratégie d'anti-wind-up. On a aussi parlé des cascades. Pour la cascade, il faut faire attention, c'est un peu plus délicat, parce que le régulateur maître ne pilote pas d'organe de réglage directement. Il n'a pas directement une limitation physique. Il doit utiliser la limitation physique de l'esclave
pour venir gérer sa propre saturation. Donc, encore une fois, dans les automates, soit vous faites ça vous-même et ça va être fait proprement, soit vous avez des régulateurs en cascade pour lesquels vous venez directement dire au régulateur à val, pardon, régulateur maître, donc à bon, attention, tu es un régulateur maître. Et donc, il va lui-même, avec une logique qui est pré-câblée, pré-programmée pour ça, il va lui-même tenir compte du fait qu'il a un régulateur derrière et qu'il doit tenir compte des limitations de ce régulateur derrière pour avoir un bon anti-Windows. Donc l'anti-Windows dans la version simple, c'est facile, mais déjà là, il y a plein de stratégies différentes. Dès qu'on est dans une structure de réglage plus évoluée que le feedback, il y a beaucoup de choses à penser. Ça sort un peu le cadre de ce qu'on a le temps de faire ici, mais sachez qu'il y a plein d'autres choses à discuter. Bla, on a parlé de tout ça cette fois. Ça, c'est le simu sur l'anti-Windows pour lequel on voit en vert léger qu'on a bien prévu la sortie de saturation et donc on va vite revenir sur la consigne. Le vert foncé montre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un retard à la sortie de saturation du régulateur, parce qu'à cause de l'action intégrale, la sortie du régulateur, elle essaye d'aller à 2000%. Et donc, quand on a besoin d'aller dans l'autre sens, le régulateur va dans l'autre sens, mais c'est entre guillemets virtuel, parce qu'il va falloir attendre que le régulateur demande quelque chose qui est à 99% pour qu'enfin il sorte de saturation. Donc, ça a créé un délai en sortie de saturation, et ce délai fait que pendant tout ce temps-là, on n'est pas en régulation en fait. Le régulateur joue dans son jeu avec des variables internes qui n'affectent pas du tout le process. Donc, ça reste de la coupe ouverte, et on n'a pas de régulation, avec toutes les chances que ça a de péter. Donc, je vous le disais, il y a différentes manières de faire ça. C'est fondamental qu'on n'a pas le temps d'aller plus dans le détail. Sachez qu'il y a plein de choses différentes. Il y en a une, par exemple, dont on a déjà parlé. On a parlé ici de positive feedback. Ça, c'était la manière de réaliser un intégrateur à partir d'un filtre du premier ordre en contre-réaction positive. Vous vous souvenez de ça? Et je vous avais dit, l'intérêt de ce machin-là, c'est justement que c'est un anti-Windows naturel. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit que le régulateur PI, ça se fait aussi avec un PID, mais comme le problème de Windows est uniquement à l'intégrateur, j'ai aucun intérêt à discuter d'autre chose. J'ai le gain de mon régulateur, et on avait dit que la partie intégrale, il y avait moyen de l'implémenter sous forme d'une rétroaction positive d'un filtre du premier ordre dont la constante de temps est la constante de temps de l'intégrateur. Gros intérêt de ceci, c'est que du coup, la gestion de saturation, eh bien, si vous venez indiquer ici au régulateur que vous avez une saturation, donc ça c'est un bloc de saturation qui ne va pas laisser le signal passer en dessous de 0 ni au-dessus de 100, si 0 et 100 sont mes limites hautes et basses, eh bien, le feedback que j'ai ici, il est au courant de cette limitation-là de manière analogique, et donc ce régulateur PI ne va pas savoir s'emballer lorsque j'atteins mes sorties de saturation. Et pour la même raison, on va ici venir mettre la station Magneto en aval, en amont, pardon, de ce piquage-ci. Notez bien que si je fais ça, cette forme-ci n'a aucun intérêt. Parce que du coup, la boucle du premier ordre en contre-action positive qui forme l'action intégrale n'est pas au courant de la saturation et du Magneto, ça n'a donc aucun intérêt. Okay, donc ça, c'est évidemment pas à faire. On doit garder notre première version ici. Ça, c'est un truc très utile si vous devez vous-même vite refaire un régulateur et que vous n'avez pas le temps de faire une bonne gestion de saturation. Ça a un gros avantage que ceci n'a pas besoin de logique. Ça fonctionne tout le temps. Le régulateur est toujours en auto. S'il est en manu, en fait, c'est dans son dos quelque part, mais le fait que ça soit dans la contre-action positive fait que le terme intégrateur est naturellement arrêté à cause de ça. Vous êtes d'accord que si ce switch-ci prend la voie du haut parce que je suis en manuel, ceci ne sert plus à rien, et donc j'ai tout simplement que la valeur manuelle que j'envoie vers mon organe de réglage revient ici, et en fait vient se prépositionner ici. Et donc mon régulateur fait un anti-choc naturel quand je fais ça. Donc c'est une forme très très intéressante à utiliser parce que ça permet d'avoir un PID très facilement implémenté en ayant naturellement un anti-window. On fait une petite pause ou... Ouais, ça va.